La série True Crime que tu t'apprêtes à écouter sera complètement différente de toutes les séries du genre que tu as déjà pu écouter par le passé. Habituellement, on traite toujours des affaires du passé justement sans nécessairement ajouter de nouveaux éléments. L'affaire qui nous concerne aujourd'hui est complètement différente parce que justement, des preuves ont maintenant ressurgi et qui nous permettent de faire cette série-là aujourd'hui. Après 45 longues années d'attente, la famille mérite enfin d'avoir les excuses publiques qu'elle demande tout simplement pour compenser les torts qu'elle a pu subir face à la Sûreté du Québec. Tu comprendras que l'histoire que je m'apprête à mettre en lumière est très tumultueuse et très émotive également, parce qu'elle a marqué 3 générations entières et encore aujourd'hui, en 2023, l'affaire n'est pas bouclée. Sache que dans cette série, je serai ta voix alors que nous tenterons de mettre en lumière des précisions sur les faits afin de rétablir la vérité concernant le plus long kidnapping au Canada. Si tu as des questions, des interrogations ou si nous ne sommes pas assez clairs sur certains passages de l'histoire, n'hésite pas à nous écrire en commentaire tes questions. Je me ferai un plaisir de les lire et de m'assurer que nous essayons d'y répondre dans la mesure du possible, bien évidemment, parce que vous savez, il y a encore certains éléments qui sont malheureusement confidentiels. Tu découvriras bientôt toute la complexité de cette affaire, ainsi que les enjeux qui sont nombreux encore aujourd'hui en 2023. Je tiens à commencer cet épisode de podcast en faisant passer un message clair. Si tu es le genre de personne à laisser un peu trop facilement tes commentaires négatifs ou tes opinions négatives sous les commentaires des vidéos, je t'injure pour une fois à prendre le temps de comprendre l'impact que peuvent avoir les médias et l'opinion publique sur une personne ou même sur une famille entière, qui, dans ce cas-ci, je le rappelle, sont 100% innocents et se sont fait traiter comme des criminels alors que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était de faire libérer une personne qu'ils aimaient et qui avait disparu. Et je vais te dire une chose, si tu n'as rien de bon ou de constructif à dire, tu peux aussi ne rien écrire. Parce que je t'avertis tout de suite, je vais mettre en lumière tous les crétins qui vont oser écrire des affaires ridicules dans les commentaires. Parce que le niaisage a assez duré et cette famille-là, elle a assez souffert. J'espère que j'aurai été assez claire sur le sujet. Donc, si tu es le genre de personne dont je parle, je t'invite sincèrement à écouter les prochains épisodes de la série et à prendre le temps de bien comprendre tous les enjeux avant de t'exprimer. Peut-être que d'écouter le restant de la série va te permettre de t'instruire sur les dommages que l'opinion publique peut faire. À un moment donné, il faut être conscient de l'impact qu'on a, arrêter de dire n'importe quoi et réaliser que les mots peuvent faire mal. By the way, le cerveau, c'est un muscle et ça s'entraîne. Même chose pour le sens critique. Prends le temps de poser des questions et peut-être que ça deviendra un peu plus clair dans ton esprit si ça ne l'est pas déjà. Tout au long de cette série, je serai accompagnée d'Alexandre Marion, le petit-fils de Charles Marion, afin de tenter de ramener la vérité enfin à la lumière du jour. Tu sais, sincèrement, moi je connais Alexandre depuis déjà à peu près, depuis 2015 environ, alors qu'il travaillait au CF Pro de Matanie, La Vallée et Foresterie. Il était le directeur, je crois, à l'époque, et je l'ai accompagné dans la refonte de l'image de marque du CF Pro. Et sincèrement, depuis le temps que je le connais, j'aurais jamais pu imaginer qu'il avait vu autant d'atrocités dans sa vie quand il était enfant. Puis je suis encore sous le choc, sincèrement, d'apprendre tout ça. En fait, je l'ignorais complètement jusqu'à temps que je vois à l'émission Un monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau, Alexandre, justement, qui s'exprimait sur cette affaire-là et qui ramenait des nouveaux détails. Donc, instinctivement, j'étais allée lui écrire et j'étais sans mots, sincèrement. Donc, c'est de là qu'est née l'idée du podcast. À partir de là,
il faut vraiment comprendre que cette histoire-là me touche personnellement parce que je connais Alexandre. Et jamais, au grand jamais, j'aurais cru qu'il aurait pu être témoin d'autant d'atrocités dans sa vie parce que, sincèrement, pour l'avoir découvert en tant que client, en tant que personne, c'est tellement une personne qui est lettrée, intelligente, avec un sens aigu de la parole. Il s'exprime bien. On le voit que c'est quelqu'un qui est instruit. Et pourtant, sa famille a vécu autant d'horreur. Parce que j'ai pas d'autres termes pour décrire cette situation que l'horreur qu'elle a vécue alors que Charles Marion se faisait enfermer pendant 82 jours. Parce que je sais que vous allez écouter cet épisode, je sais prendre un moment pour m'adresser personnellement à la famille Marion. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et que même si j'ai pas eu la chance de rencontrer toute votre famille, je sais que si vous êtes à l'image d'Alexandre, vous êtes des personnes avec de belles valeurs profondes et qui ont et qui continueront de réaliser de grandes choses. Je suis encore énormément choquée par l'histoire que vous avez vécue et à défaut d'un meilleur terme, à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je peux pas m'empêcher d'être fâchée contre l'injustice que vous avez vécue. Puis que vous vivez encore aujourd'hui, c'est ça le pire dans l'histoire. Aujourd'hui, en 2023, les torts ne sont pas encore réparés. Puis tu sais, sincèrement, je suis tellement désolée pour vous. Puis j'espère que cette initiative avec Alexandre vous permettra enfin de mettre un point final à toute cette histoire. Je dois avouer que les émotions étaient vraiment très fortes quand j'ai écouté le documentaire sorti en 2022, réalisé par François Gingras, sur l'affaire Marion. La série se nomme 82 jours, l'affaire Marion. Et je peux pas vous exprimer toutes les émotions que j'ai traversées à l'écoute de ce documentaire. À la fois parce que je réalisais toute l'ampleur de la chose, mais aussi parce que je réalisais que c'était le plus long kidnapping au Québec et au Canada et que personne n'en parlait. J'en avais jamais entendu parler. Je comprends même pas qu'on parle pas de cette histoire-là dans nos livres d'histoire, en fait. Vous apprendrez au cours de cette série qu'il y a un avant l'affaire Marion et un après l'affaire Marion auprès de la SQ. Ce qui est pas rien, on va se l'avouer. Puis, d'ailleurs, la série, le documentaire, devrait sortir sur Addict TV dans les alentours là, de la fin avril, là, autour du 24, là, si je me souviens bien. On pourra le confirmer là, sur nos réseaux sociaux lorsqu'on aura la date précise. Mais sincèrement, si vous avez la chance de l'écouter, écoutez-le pas toute seule, parce que c'est un documentaire qui est vraiment poignant, surtout quand on connaît la vérité derrière tout ça. Écoute, je dois avouer que j'en ai pleuré là à de nombreux moments parce que ça a juste pas de bon sens là. Tu sais, leur histoire là, c'est carrément un film d'horreur. Personne n'aurait pu imaginer quelque chose d'aussi atroce et pourtant c'est arrivé ici même au Québec. Et personne n'en parle. Je suis encore choquée juste d'y penser, ça n'a pas de bon sens. Fait que J'espère de tout cœur que le podcast que vous êtes en train d'écouter vous permettra de mieux comprendre cette situation-là, puis qu'on va pouvoir aussi rétablir la vérité. Parce que après 45 années, je ne peux pas croire, je peux pas croire, pour ceux qui écoutent mes TikTok, que ça va continuer encore longtemps. Je pense qu'ils ont assez souffert, vous pensez pas? D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet sur les moteurs de recherche. Et pour être honnête, j'en ai essayé plusieurs. Traditionnel Google, Bing, le nouveau moteur de recherche d'Edge, parce que oui, j'ai téléchargé Edge sur mon ordinateur, sur mon MacBook, juste pour pouvoir l'essayer. Et dans tous les cas, j'ai même essayé avec ChatGPT, by the way. Et dans tous les cas, j'ai trouvé tout au plus 30 articles de journal. C'est sûr que j'ai pas étoffé là, ma recherche beaucoup plus loin parce que le temps me pressait. Mais rapidement, j'ai trouvé tout au plus 30 articles sur le sujet et qui datent de l'année passée.
suite au documentaire de François Gingras. Je dis ça, je dis rien, mais je trouve ça vraiment étrange qu'on n'ait rien de retracé là-dessus, à part un article caché sur le site web de la Sûreté du Québec qui avoue, sans trop le dire, que Charles Marion n'était pas coupable dans cette affaire-là. Parce que oui, je dois rappeler les faits avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais Charles Marion était innocent, et alors même qu'il était séquestré, il se faisait... il avait un acharnement policier sur son cas afin d'en faire le coupable alors qu'il était enterré 6 pieds sous terre. Donc, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de la suite de cet premier épisode de podcast où je vais m'entretenir avec Alexandre Marion pour vous donner les détails sur la suite de cette affaire. Bonne écoute! Donc, bon matin tout le monde, bon matin Alexandre, je me présente, je m'appelle Lydia Bérubé et je suis propriétaire de chez Design LB et animatrice du podcast Juste Moi et nouvellement animatrice du podcast Charles Marion, Les Révélations. Alexandre, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, je suis content d'être là. Merci de me recevoir, Lydia. Ben, ça me fait plaisir. Fait que d'entrée de jeu, j'aimerais que avant qu'on rentre dans le creux de l'histoire, là, parce qu'on en a beaucoup à dire aujourd'hui, mais j'aimerais que tu prennes un instant pour te présenter, pour que les auditeurs puissent savoir exactement c'est qui Alexandre Marion, d'où tu viens exactement. Donc, bien sûr, bonjour Lydia, bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi ou bonne nuit en fonction du moment où vous allez écouter ça. Tout le kit. Donc, Alexandre Marion, moi je suis le petit-fils de Charles Marion. Au courant du podcast que vous allez regarder, on va en apprendre sur l'histoire qu'il a vécue, puis par procuration, ce que la famille a elle-même vécu. Dans la vie, moi je suis en éducation, je suis un gestionnaire de l'éducation depuis un petit peu plus de 25 ans. Hein, j'ai des lunettes de lecture pour le prouver. Ça fait quand même, c'est ça! Mais c'est là qu'on s'est croisés, hein, ouais. dans ton parcours professionnel. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai passé le plus clair de ma vie en Outaouais. Une petite partie dans les cantons de l'Est, bien sûr, où on a un noyau familial important. Et en 2017, je suis arrivé dans le Bas-Saint-Laurent, à Matane. Voilà. En 2017, fait que tu vois, ouais. J'avais en tête 2015, mais j'étais pas si loin que ça, c'était 2 ans plus tard, 2017. Ouais. Je suis arrivé ici en 2017 pour me rapprocher de la forêt. Puis, donc, bien heureux de mon choix. Ah ouais, hein, ben, j'arrête pas de le dire à tout le monde, on a un milieu parfait où vivre, là, c'est ça. Ouais. Autant des personnes qui y vivent que du paysage exceptionnel qu'on a accès à tous les jours, là. Comme je m'amuse à le dire souvent, c'est bien correct de vivre à Montréal et à Québec. Ça dépend de tes valeurs, ça dépend de ce que tu souhaites. Si dans la vie, c'est important d'être heureux, ben, tu t'en viens dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, c'est donc ben bon! J'adore ça, puis sincèrement, je vais le prendre en note pour toutes les prochaines fois que je vais parler. C'est sans rancune pour mes amis de Montréal et de Québec. C'est parce qu'ils savent pas ce qui manque. Ouais, c'est juste ça. Fait que, Alexandre, j'aimerais que tu prennes un moment maintenant pour nous expliquer un peu plus en détail le résumé, en fait, de l'histoire de ton grand-père. Parce que là, les auditeurs qui vont nous écouter, probablement qui ont jamais écouté le documentaire de François Gingras, comme moi, sont nés au Québec, probablement qu'ils en ont probablement jamais... Puis là, je dis probablement souvent parce que ça a pas de bon sens, mais je suis pas mal sûre qu'ils en ont jamais entendu parler. Fait que, avant de commencer dans le vif du sujet, on a besoin d'un résumé pour savoir un peu. Puis là, tu sais, vous allez voir, là, on vous rassure tout de suite, au fil des épisodes, on va entrer plus profondément dans l'histoire. Mais là, vu qu'aujourd'hui, on est restreint par le temps parce qu'il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent, on va en parler tout à l'heure. Mais, pour commencer, on aurait besoin d'un résumé. C'est quoi l'affaire Charles Marion? Ben, d'abord, Lydia, si tu permets, je dirais que c'est un peu normal que plusieurs personnes n'aient pas entendu parler. C'est générationnel. On parle d'une histoire qui date de 45 ans. Il y a eu un tapage médiatique là, monstre à cette époque-là qui a duré plus de 2 ans. Là. Ça s'est calmé en janvier 79. Puis tu vois, mon grand-père s'est fait kidnapper le 6 août 1977. Alors, il y a eu un tapage médiatique monstre qui s'est complètement apaisé, si tu veux, là, au fil des ans. Donc, c'est normal. Là, aujourd'hui, les personnes qui étaient adultes à l'époque, qui peuvent se souvenir de ça, là, sont assez vieillissants. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas terminée, comme tu le sais, puis comme on va le dévoiler là, au cours des prochaines émissions.
Alors, pour le récit, je pense que si ce qu'on veut faire, c'est synthétiser l'histoire, je vais la séparer en 3 blocs. OK. Donc, le premier bloc, c'est l'enlèvement, la séquestration, la libération et le suicide. Parce que Charles Marion, mon grand-père, a fini cette épopée-là en s'enlevant la vie. Alors, le 6 août 1977, il était à sa résidence de campagne qu'on appelait Mont-Repos. Il y avait même une affiche sur sa résidence. Oui, puis on le voit bien dans le documentaire en plus, là. Ouais. Puis dans le documentaire, ils ont loué la vraie place. C'est pas un décor. C'est vraiment l'endroit où le vrai chalet, où le drame s'est produit, puis où on a passé le plus clair. Moi, j'ai passé le plus clair de mon enfance, la fin de semaine et l'été, tout ça. Donc, c'est ça. Il était à sa résidence par une soirée du mois d'août, le 6 août. Et il y a des malfaiteurs qui sont sortis du bois, qui ont ligoté son amie Aline, qui l'ont pris, qui l'ont cagoulé, l'ont attaché, l'ont transporté, l'ont amené quelques kilomètres plus loin. Ça prend lieu ces événements-là se sont tenus à Stoke et il a été séquestré à Gould, peut-être une 40aine de minutes de là. Alors, ils l'ont enchaîné dans un réduit souterrain, en forêt, complètement isolé. Il y avait une chaîne au cou, à la taille et à la cheville. Puis, il a été là 82 jours. Donc, vous allez comprendre au fil des épisodes pourquoi ça a été si long, pourquoi c'est devenu le plus long enlèvement du Canada. Parce que 82 jours, là, pour nous remettre en perspective, là, c'est 3 mois, là, c'est long en tabarouette, là. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai visité cet endroit-là avant que la Sûreté du Québec la détruise, là, puis même à 7 ans, j'aurais pas pu passer 15 minutes là, et la porte est ouverte. J'imagine comment il a dû se sentir, grand-père, dans ce réduit-là pendant 82 jours, c'est horrible. Alors, au mois d'octobre, il est libéré après 3 tentatives, 2 tentatives qui ont échoué de la Sûreté du Québec et une tentative sous l'initiative de la famille qui a réussi, avec la collaboration de la Sûreté du Québec, mais il dit vraiment du bout des lèvres, là, il était pas trop chaud à l'idée à ce moment-là. Ouais, parce qu'il voulait pas vous laisser aller... Il trouvait que c'était pas une bonne idée. Encore là, on va expliquer tous les détails de ce drop-là. On appelle ça le drop de cash. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent à propos de cette affaire-là. Fait qu'on en reviendra dans les autres épisodes. Bon. Puis il faut comprendre aussi, pour bien expliquer ce qui s'est passé le 6 août. Charles Marion n'était pas visé. C'était pas une victime dans les yeux des criminels ou des crapules qui l'ont enlevé à ce moment-là. Ce qu'on visait, c'était le mouvement Desjardins. Donc, les caisses populaires Desjardins de l'époque. C'est à eux qu'on réclamait 1 million de dollars pour sa libération. Mon grand-père était employé de la caisse depuis une 30aine d'années. Donc, il était directeur de crédit, je pense. Hein? Oui, il était directeur de crédit. C'est un employé de la caisse. Puis, je pense que dans les yeux de ces personnes-là, de ces ravisseurs-là, c'était quelqu'un qui était peut-être plus facile à prendre, à saisir, parce qu'il y avait une résidence... éloigné. Un petit peu plus éloigné, là, dans le rang 11 à Stoke. Donc, après, à sa libération, ce qui préoccupait mon grand-père, il était en mauvais état, comme vous pouvez vous imaginer. Il a été admis à l'hôpital, il y a eu des soins psychiatriques qui ont duré pour le restant de ses jours. Mais dès sa sortie, ce qui l'a préoccupé, c'était l'opinion publique. Donc, pendant sa séquestration, la Sûreté du Québec a laissé entendre à des journalistes qui se trouvaient à Sherbrooke et qui vivaient souvent au même hôtel que les policiers. C'était un groupe qui appelait le GTI, le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Et on a laissé entendre que Charles Marion s'était enlevé lui-même, et un peu plus tard, on a laissé entendre que Charles Marion était aidé de son fils, Pierre, mon père. Parce que là, pour préciser, là, tu l'as dit vite, mais... La police et les médias étaient tous au même hôtel à ce moment-là. Fait que, tu sais, les informations, ça s'échangeait, puis ils ont laissé couler de l'information, des fausses informations. Oui. Puis, tu sais, on peut même nommer les inspecteurs. Le GTI, c'était dirigé par l'enquêteur Robert Terrien, qui a refusé de participer au documentaire de François... Est-ce qu'il est encore en fonction?
pour le faire? Non. Il n'y a plus personne qui est en fonction parfait. à la Sûreté du Québec. C'est d'ailleurs un des arguments de la Sûreté du Québec. Je vais y revenir tantôt. Ah ouais? pour dire, ben non, on s'occupe pas de la femme. J'ai des bonnes questions, hein? Ouais. Donc, bref, pendant la séquestration, les ravisseurs qui visitaient Charles, mon grand-père, là, dans sa cache à tous les 3-4 jours, pour lui donner de la bouffe ou des choses comme ça, ben, lui amenaient des journaux. Alors, lui, pendant sa séquestration, il a constaté qu'on véhiculait ces informations-là sur lui. Ça a été vraiment épouvantable. Puis, dès sa sortie, on a senti là, que c'était l'élément là, qui était... Ben, tu sais, avec raison, là, j'ose pas m'imaginer d'être enfermé. Puis, tu sais, sincèrement, là, vous écouterez les autres épisodes, vous irez voir le documentaire si vous voulez voir, parce qu'on voit les images de la cache, là, dans le documentaire, ça donne des frissons dans le dos, mais, tu sais, faut se remettre en contexte, là. Charles, il était enfermé dans un trou 6 pieds sous terre, parce que c'est carrément ça, là. Je veux ça dire, avait à peu près ça 6 pieds, ouais. C'est ça, c'est ça. Puis, les ravisseurs prenaient le temps de lui montrer des coupures de journaux qui l'incriminaient, lui, alors qu'il était séquestré. Ça a dû être tellement difficile mentalement là, de vivre ça. Déjà que t'es enfermé, mais de savoir que tout le monde est contre toi. Ouch! Ouais, c'est ça. C'est difficile de se mettre dans cette position-là. C'est difficile de comprendre comment une personne peut se sentir. C'est difficile à vivre aussi quand c'est une personne qu'on aime, qui est proche de nous. C'est encore pire, là. Et il y a eu aussi des accusations qui visaient mon père. T'sais, on a prétendu à tort que mon père Pierre avait lui-même participé. Et ce qui a habité la famille, en particulier mon père, qui a vraiment été le représentant de la famille, là, l'homme fort, si vous voulez, de la gestion de cette crise-là, c'était Pierre. Et pendant qu'on lui parlait de ces énormités-là, de ces thèses complètement malhonnêtes et non fondées, on cherche pas Charles Marion. Oui, c'est ça, là, pendant ce temps-là. On ne cherche pas du tout Charles Marion. C'est ça qui a fait en sorte que c'est devenu le plus long enlèvement au Canada. Puis on s'entend, il n'était pas au Hilton, là, dans une suite. Il était enchaîné dans un trou, dans le bois, là, tu sais. Hey, puis tu m'en renseigneras à ce moment-là parce que je connais pas l'évolution de l'histoire, ben de l'histoire en général du Québec, je vais plutôt dire, mais il y avait pas de chien policier pour essayer de partir au moins du chalet, quelque chose, non? Je vais te dire, il n'y avait pas grand-chose. Là. Tu sais, écoutez, ils sont arrivés, ce GTI-là, au début, avec un immense contingent de policiers, des hélicoptères, des avions, tout ça. Ça n'a rien donné. Dans le documentaire, à la blague, je dis, tu sais, au jeu de la cachette, là, ben, la Sûreté du Québec, là, ils sont pas bien bons. Ils n'ont pas cherché fort, là. Je les prendrais pas dans mon équipe. Là, non, c'est ça, là. Bref, pour finir la première phase de l'enlèvement, il y a la libération, il y a les soins médicaux et hospitaliers. Puis, il y a cette dualité-là, si tu veux, vivre avec cette pression du public-là. Tu sais, aller au dépanneur, puis te faire regarder de travers, te faire dire des choses qui sont pas, après ce que tu as vécu. C'est vraiment pas plaisant. C'est peu de le dire, là, tu sais, je veux dire, pas plaisant, c'est même pas le terme approprié. Je veux dire, c'était du harcèlement psychologique, là. Tu sais, il faut mettre les bons termes aux bonnes places parce que, tu sais, on parle souvent des médias sociaux de nos jours, à quel point ça fait mal quand il se met à avoir une dégringolade puis que tout le monde s'acharne sur une personne, mais là, c'est exactement ça, mais pas dans les réseaux sociaux, c'est sur place, tu vas, comme tu dis, tu vas au dépanneur, tu vas à l'épicerie, t'essayes de vivre ta vie. Puis... Ça, c'est un super bon point. On a des fois de la misère à se projeter à une autre époque. Quand je suis allé à l'émission Le Monde à l'envers, j'ai comparé le documentaire de François Gingras au film Crazy, tu sais, qui nous fait rentrer complètement dans l'atmosphère, les odeurs, les couleurs des années 77. Mais le documentaire fait un peu la même chose. Puis, il n'y en avait pas de médias sociaux, Internet et tout ça n'existait pas. Alors, quand on parle de journalistes, on parle d'essais de journalistes. On ne parle pas de 5 ou de 10, on parle de 50 là, à l'occasion, plantés devant la maison familiale à Sherbrooke. Pour pouvoir utiliser la voiture, il fallait la cacher. Moi, j'avais 7 ans, j'avais pas d'auto, mais j'ai tellement entendu ces récits-là souvent. Quand on envoyait des émissaires pour essayer de faire des drops d'argent pour récupérer grand-papa,
il fallait faire des stratégies. Là. La police nous aidait à faire des stratégies pour éviter qu'on soit suivi par des assignés de journalistes. Donc, c'est vraiment particulier. Fait que, tu sais, il faut vraiment s'imaginer, là, comme les paparazzis qu'on voit aux États-Unis, là, tu sais, tout plein de flash partout, quasiment, qui vous courent après pour le moindre petit... Moi, j'ai des souvenirs clairs de petits gars à 7 ans de voir à différents moments des immenses groupes de journalistes, sans toujours trop comprendre ce qui se passait. Et je sais que mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous épargner, à mon frère Philippe et moi, ces événements-là, mais il y en a quand même eu. Je me souviens d'une entrevue qu'on a donnée en famille à un moment donné. Pierre, Nicole, ma mère, Philippe, mon frère et moi. On avait transformé la maison en studio là, avec les équipements de l'époque, là, qui étaient quand même assez impressionnant. Si on passe la période des fêtes, donc il est libéré au mois d'octobre 77, on passe la période des fêtes à partir de janvier jusqu'au mois de juin. Premièrement, ce groupe de policiers-là qui était dédié, qui était arrivé à Sherbrooke de Montréal, s'est évanoui. Il restait juste quelques individus et ces individus-là se sont concentrés sur mon grand-père. Donc, sur la mauvaise thèse. Ils l'ont questionné sans arrêt, plusieurs heures, plusieurs fois par semaine, jusqu'au mois de juin. Ils ont arrêté de le questionner au mois de juin lors de la capture du premier ravisseur. Parce que le premier ravisseur, Michel de Varenne, qu'on voit dans le documentaire... Ah oui, puis ça, là, je prends 30 secondes pour faire une parenthèse, parce que, tu sais, tu le dis, on le voit dans le documentaire, puis c'est quelque chose de dire que cette personne-là qu'on voit puis qui parle à l'écran, là, parce qu'il se confie sur ce qu'il a fait... je suis même pas capable de le dire à quel point, je veux dire comme une expression, j'aime beaucoup, j'aurais mangé le bas des murs, là. Tu sais, puis j'ose pas imaginer comment vous avez vécu ça, de regarder cette portion du documentaire-là, parce que moi-même, en tant qu'auditrice, de téléspectatrice, j'en revenais pas, fait que j'ose pas imaginer vous autres, là. Ouais, c'est un mixed feeling, parce que, bon, c'est sûr que c'est une crapule. C'est un bandit. Il a kidnappé mon grand-père. C'est un évadé de prison. C'est d'ailleurs à cause de ça que, de façon complètement fortuite, on l'a découvert. Puis je tiens à préciser que sa capture à Michel de Varenne et la capture de ses complices, le GTI, le fameux groupe d'enquêteurs, n'a rien à voir avec ça. Ce sont des policiers que j'appelle des vrais policiers de Sherbrooke. De cœur, là. Qui l'ont reconnu dans un bar qui s'appelait le bar chez René pour les nostalgiques de la rue Wellington à Sherbrooke, puis qui ont finalement procédé à son arrestation. Et ça n'a pas été long là, que toute la bande a été ramassée. Alors c'est là que la Sûreté du Québec a arrêté ces interrogatoires, là, c'est insistant puis intimidant. Oui, une fois qu'il y avait le vrai coupable, tu sais, au lieu de le chercher depuis ce temps-là. Mais on n'était pas au bout de nos peines parce que dans la dernière partie de la phase 1, ben, c'est le procès de ces ravisseurs-là. Ah ouais. Donc, c'est amené Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste qui venait de commencer, pas connu de personne, que tout le monde connaît aujourd'hui, qu'on voit souvent là, à TVA. Et M. Rancourt défendait un certain Claude Valence. Donc, qui était le boss un petit peu de ces crafules-là. Alors, on comprend qu'ils sont accusés d'extorsion, sont accusés d'enlèvement, de séquestration. Et l'opinion publique, véhiculée par la Sûreté du Québec pendant l'enlèvement et après l'enlèvement, jusqu'au mois de juin, comme je vous disais, ben, elle est défavorable à Charles Marion. Le mal est fait. La graine a été semée par la Sûreté du Québec. On a plein d'exemples qu'on va pouvoir fournir pour démontrer l'ampleur des gestes qui ont été posés, puis même qui les a posés. Oui, parce que t'as tout ça en ce moment, là. T'as toutes les informations dans les mains, là. Oui, on a tout ce qu'il faut. Mais pour revenir au procès, lui, Maître Rancourt, devait défendre son client et il a eu la partie facile. Je l'ai entendu dire à un moment donné qu'il avait tout contre lui, mais dans les faits, à partir du moment où il y a un doute, un simple doute sur la complicité de la victime,
on innocente le présumé. Donc, Maître Rancourt n'a eu qu'à mettre en lumière les thèses véhiculées par la Sûreté du Québec dans l'espace public. Il les a exacerbées un peu. Il a fait beaucoup de théâtre. Bon, est-ce qu'il est allé trop loin ou non? Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Lorsqu'on lui parle de ça, il nous dit qu'il a fait son travail de criminaliste. On pourrait se poser d'autres types de questions par rapport à l'éthique, par rapport à la conscience, mais lorsqu'il parle de l'affaire Marion, Maître Rancourt, il défend la thèse qu'il a fait son travail et je lui accorde ça, qu'il a fait son travail. On pourra vous laisser juger vous-même de la situation dans les prochains épisodes parce qu'on va en parler plus profondément. Parce que moi, j'ai un autre avis que toi sur le sujet, mais je vais vous laisser... sincèrement, Alexandre, là, moi, je vous trouve bon. Tu sais, vous, parce que toi pis ta famille, là, je vous trouve bon en tabarouette d'être capable d'être aussi équilibré, tu sais, dans vos propos. Moi, je dirais pas équilibré tout le temps, mais... Ouais, mais encore là, tu sais, je veux dire, tes parents, c'est tout le temps sage de ce que tu dis, tu sais. Limite, c'est toi qui me tempère parce que moi, je suis frustrée pour vous autres, là, tu sais. Puis... Mais tu sais, dans les faits, là, je veux dire, on peut bien se chercher des coupables, mais on vit avec un système de justice et la justice n'a pas fonctionné. C'est ça qui est dommage. La justice n'a pas fonctionné parce que la thèse de l'implication farfelue, non fondée. Tu sais, Charles Marion a jamais été accusé, il a jamais été présumé, il a jamais même été considéré dans une enquête officielle. On a juste complètement diffamé sa réputation. C'est acharné sur lui. Et c'est ça. Et on a tenté, là, vraiment, là, même jusqu'à la découverte à la capture de M. Devaret. Fait qu'il faut finir avec le procès. Pendant le procès, Charles Marion, mon grand-père, on est au procès des accusés. Des présumés, des accusés, des accusés. Des accusés. Et il a été contre-interrogé par Maître Rancourt pendant 9 jours. 9 jours durant lesquels il a beaucoup réfléchi à s'enlever la vie. Il voyait pas de lumière. Il était plus capable. Et là. au bout de 9 jours, il était quasiment mort. Et c'est pas au sens figuré, là. On parle de réels projets de mettre fin à ses jours. Ouais. Parce que on lui a ramené constamment les éléments véhiculés par la Sûreté du Québec à l'effet qu'il était peut-être parti de son propre enlèvement. Et ça termine la première phase, Lydia, parce que beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi à ce moment-là? Vous n'êtes pas allé plus loin, vous n'avez pas... Parce qu'il fallait faire survivre mon grand-père. C'est ça, il faut se remettre en contexte, là. Alors, on a de 1977 jusqu'au 2 janvier 1979, moment où le verdict est tombé pour les accusés Valence de Varenne. 2 ans plus tard. Ça a pris, c'est ça, c'est 2 ans. Il sort en octobre, il sort en octobre 77. Les interrogatoires, c'est de janvier 78 à juin 78. Le procès a duré 3 mois, donc a dû commencer fin septembre, octobre. Et ça s'est terminé, le jury a fini de délibérer le 2 janvier. Donc, du 2 janvier 1979 jusqu'à son suicide à Stoke en 1999, les efforts de la famille, c'est de faire survivre mon grand-père, d'essayer de lui donner des bons temps. Donc, il n'est pas question de faire des sparages médiatiques, de chicaner avec la sûreté. On est incapable de faire ça. Toute l'attention, elle est mise sur passer des bons moments. Oui, puis c'est normal parce que, tu sais, il est en état de choc, là. Tu sais, c'est un choc post-traumatique, carrément, là. Tu sais, c'est pas différent qu'un soldat qui revient, là. Je veux dire, avec tout ce qu'il a vécu. Je disais tantôt, Lydia, c'est difficile de se mettre dans sa peau. Mais ce qu'on a senti, les personnes autour, c'est que les moments suivant l'enlèvement, le harcèlement de la Sûreté du Québec, le contre-interrogatoire en cours par Jean-Pierre Rancourt et le regard du public, ça a été pire. Dans une lettre que j'ai écrite et destinée à la première ministre, Mme Marois, j'ai 2012 en tête, mais il y a un extrait de cette lettre-là qui est publié dans le 2e livre de mon père. Et je ne serais pas capable de paraphraser exactement, mais ce que je dis, c'est que
c'était tellement difficile pour lui, c'était tellement odieux de vivre ce regard-là, que s'il avait pu retourner dans son trou puis mettre ses chaînes, je pense qu'il l'aurait fait pour se cacher parce que c'était trop difficile à vivre. Oh mon Dieu, mais tu sais, c'est tel... Oh, ouais. C'est lourd. Mais tu sais, j'ose pas... C'est ça. Comme tu le dis, c'est qu'on n'est pas capable d'imaginer parce que c'est trop atroce. Ouais. Tu sais, il y a certains journalistes qui disaient un peu... non, c'est impossible que il se soit vraiment fait enlever parce que c'est trop atroce la situation dans laquelle il a vécu. Il y a un journaliste qui a dit ça c'est un petit peu nono, là. Ah, tu dis, là? C'est pauvre monsieur. Tu sais, j'avais de la peine pour lui, tu sais. Lui, il trouve que les conditions dans lesquelles il était séquestré, c'était tellement horrible, dans sa tête, ça se peut pas. Donc, tu sais, en tout cas, c'est un peu plate, mais bon... Fait que, tu sais, même une fois sorti du trou, il était pas vraiment sorti. Non, ça a été... Non, sérieusement, Lydia, ce bout-là a été très pénible. C'est la raison pour laquelle je me prête à des exercices comme celle qu'on fait aujourd'hui pour conscientiser la population à ce qui est arrivé. Parce que à l'heure actuelle, ce sont des gestes graves qui ont été posés. On s'en est pas excusé. La famille n'a pas été dédommagée. Il y a rien qui a été fait, ni par son employeur, le Mouvement Desjardins. Je vous rappelle que ce qui était visé, le Mouvement Desjardins. Le Mouvement Desjardins n'a rien fait pour aider Charles. Et la Sûreté du Québec ne s'est pas rétractée d'aucune façon crédible et d'aucune façon honorable, si vous voulez, pour réparer les torts qui ont été causés. Puis pour moi, c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer ça. Non, effectivement, puis ça enchaîne très bien sur ma prochaine question. Pourquoi, 45 ans plus tard, pourquoi c'est aujourd'hui que t'es prêt maintenant à prendre la parole? Moi, je sais déjà la réponse, mais je te pose la question parce que les auditeurs, eux, ne la connaissent pas encore. Ben, je vais faire un mix de ta question avec la fin de la première. Après son suicide, là, quand il a disparu, il y avait encore ma grand-mère qui était vivante, qui avait encore beaucoup de sensibilité dans la famille, mais on est entré dans une période de dialogue. Alors, Pierre, mon père, a écrit 2 livres, un en 2012, un en 2021. Il a tenté de communiquer avec la Sûreté du Québec, avec les autorités gouvernementales, le ministre de la Justice de l'époque, le ministre de la Sécurité publique lorsque le ministère a été créé. On a tenté un dialogue avec les autorités pour, régler, fermer le dossier. Et ça n'a pas fonctionné jusqu'à la production de ce documentaire-là par M. François Gingras. Et comme par hasard, à la sortie du documentaire, lorsqu'on a commencé à en entendre parler un petit peu, la Sûreté du Québec a répondu. Ah ben gadon. Là, on voulait le voir. Alors là, ça finit la 2e phase, on arrive dans la 3e phase, et la 3e phase, c'est pas compliqué, c'est on demande des excuses publiques. Puis tu me poses la question, pourquoi 45 ans après? Ben, c'est parce que le mouvement qu'on a créé avec la sortie du livre, avec le documentaire, ben là, il y a des choses, il y a des éléments qui ressortent. Notamment, bon, il y a la réaction de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec nous a répondu, elle a dit oui, on est prêt à vous rencontrer. Il va juste falloir que vous signiez 2-3 lettres là, pour confirmer que vous pouvez rien dire de ce qu'on va se dire ensemble. Écoutez, là, ça en était ridicule, les lettres avec confidentiel, sous toute réserve. Vous pouvez pas montrer ça à personne. Un petit peu plus, puis c'était écrit en bas, si vous dites ça à quelqu'un, on va vous mettre en prison. Alors, c'est sûr qu'on a refusé. Je vais te dire, Lydia, on n'en a rien à cirer de ce que peut dire la Sûreté du Québec. Parce que vous connaissez la vérité. On connaît suffisamment, on a suffisamment d'informations pour demander à la Sûreté du Québec de s'excuser, de rétablir la réputation de Charles Marion, puis de le faire avec suffisamment de poids et de crédibilité pour que ça traverse toutes les sphères médiatiques du Québec, que ce soit enfin connu et reconnu que Charles Marion est innocent, son fils également, puis que la famille puis les amis qui ont tous vécu des moments difficiles en lien avec cette histoire-là, mais puissent, tourner la page. Pour vrai, là. Puis je pense aussi que, l'Organisation de la Sûreté du Québec, qui a le mandat de protéger la population, ben, elle s'est trompée. Belle marque de maturité, à mon avis, que de l'exprimer, de l'établir, puis d'aller chercher auprès de la population qu'elle doit protéger, là, un niveau de sympathie ou un niveau de confiance qu'elle doit rétablir, parce que présentement, c'est pas le cas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on va se le dire, vous avez plus confiance en la Sûreté du Québec, là. Non, mais en fait, on a plus confiance. C'est que à toutes les fois qu'il y a une prise de parole contre la Sûreté du Québec, ce qu'on s'attend, c'est à des représailles, en tentative de discréditation, intimidation.
etc. Si le passé est garant de l'avenir, on est obligé de penser que même notre service de police nationale pourrait poser des gestes comme ça. Fait qu'encore aujourd'hui, est-ce que tu as peur des représailles qu'il pourrait avoir? Peur, c'est pas un bon mot. Non? Ça serait quoi le bon terme? Peur, c'est pas un bon mot, c'est juste que je les attends. Ok, que je les attends, que je souhaite que ça se passe bien. Je poserai aucun geste pour nuire à l'issue positive du dossier. Mais toutes ces folies-là qu'ils ont fait à mon grand-père, à mon père, tout ce qu'on peut leur reprocher dans les innombrables commissions d'enquête il y en a eu beaucoup. Qu'il y en a eu sur le dos de la Sûreté du Québec. Je m'occupe pas de ça. Puis si ce que la Sûreté du Québec veut, c'est m'intimider ou me discréditer, ben, je leur souhaite bonne chance. Ouais, parce que là, en plus, on met l'affaire devant tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, on s'entend, on pense pas qu'il va y avoir des tentatives d'intimidation. En tout cas, moi, pis tu sais, je vais parler pour moi parce que j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Puis, tu sais, encore là, en tant que, tu sais, j'ai 35 ans, là, en tant que jeune femme, je peux pas croire, puis à chaque fois que je dis je peux pas croire, au bout d'hier, c'est ça qui arrive, là. Mais je peux pas croire que ceux qui sont supposés nous protéger nous protègent pas pour vrai, puis qu'ils sont pas capables d'au moins avouer leur tort, parce que au bout du compte, là, c'est ça que vous voulez. Il y a pas d'argent. Tu sais, là, je vais vous poser la question que tout le monde se pose, là. Il y a pas d'argent juste, c'est pas ça que vous voulez. Non, c'est pas ça qu'on veut. On va en demander, par contre, si n'obtempèrent pas, si on n'arrive pas à s'entendre dans un geste public assez fort, on va à l'encours. C'était un peu ça, le discours qui a été tenu à l'émission Le Monde à l'envers. Pour finir là, sur les policiers, Lydia, là, oui. la bonne nouvelle peut-être, parce que il y a de bons policiers. Ce qu'on reproche à la Sûreté du Québec, on le reproche au grand quartier général, aux boss. Ce sont les boss et leur groupe tactique d'intervention, leur groupe d'urgence, ce sont eux qui ont magané le dossier. Et même les policiers qui ont été directement impliqués à cette époque-là, en 77, là, on en voit 3 dans le documentaire, même eux sont visibles, c'est visible qu'ils sont mal à l'aise avec la façon dont le grand quartier général de la Sûreté du Québec s'est comporté. Alors, heureusement, on a de bons policiers dans les rues. Moi, je vois un policier, je ne peux pas courir en me sauvant, pas pantoute. Ouais. Mais c'est vraiment au grand quartier général, à la direction générale et au ministre maintenant, François Bonnardel, pauvre ministre, c'est lui qui est pris avec ça, mais c'est à lui que je vais finir par m'adresser. Oui, ben c'est sa responsabilité, je veux dire, c'est lui qui est ministre de la Sécurité publique. Fait que si on n'est pas capable d'avoir de nouvelles de la SQ, la moindre des choses, c'est que le ministre nous réponde au minimum. Fait que si on veut être clair, Alexandre, c'est quoi vos demandes exactes à la SQ aujourd'hui? Ben, en fait, on a demandé le 24 mars dans une émission télévisée des excuses publiques. Concrètement, ce qu'on souhaite, c'est une conférence de presse tenue conjointement avec des représentants de la famille pour établir de façon forte et crédible l'innocence de Charles Marion, présenter des excuses pour les moyens qui ont été utilisés, peut-être nous parler un petit peu des changements qui ont été opérés à la Sûreté du Québec depuis l'époque de l'enlèvement pour rassurer peut-être le public. Et c'est tout. C'est ce qu'on demande à la Sûreté du Québec. Il y aura d'autres demandes éventuellement pour le mouvement Desjardins qui n'a pas joué son rôle d'employeur comme il aurait dû. Je ne parle pas de la Caisse populaire de l'Est. La Caisse populaire de l'Est, où travaillait Charles, les gens ont été supportants et très sensibles à la famille à l'époque. Parce que c'est un collègue là, qu'eux, ils perdaient. Là. Mais l'endroit où on avait besoin d'aide, c'est dans l'espace public. Et la Caisse populaire de l'Est n'avait pas la liberté de prendre parole publiquement. C'est le mouvement Desjardins qui détient ce pouvoir-là. Et ils n'ont pas. On les a rencontrés l'automne dernier. On a rencontré une très gentille madame qui nous a reçus avec beaucoup de courtoisie, qui travaille au mouvement Desjardins comme première vice-présidente ou quelque chose comme ça. Et ça fait 30 ans qu'elle est là, puis elle ne connaît pas l'affaire Marion.
et ils ne se sentent pas d'obligation d'employeur face aux sévices qu'a connu Charles Marion. Puis notre prétention, puis ça sera traité une fois le dossier de la Sûreté du Québec réglé, ça sera traité avec eux comme une lésion professionnelle. Donc, ce sera un autre développement. Parce que il faut comprendre, Lydia, là, que ce qui a été véhiculé dans les médias par la Sûreté du Québec a eu des incidences à plusieurs niveaux. D'abord, un abandon complet de l'employeur. Le mouvement Desjardins a abandonné son employé et il s'est caché derrière la thèse de la Sûreté du Québec. Il a eu une incidence, ces ragots-là véhiculés par l'enquêteur Dufresne, l'enquêteur Dugas, l'enquêteur Terrien, l'enquêteur Gallianos, l'enquêteur Fauchon. Donc, ces gars-là du GTI, là, ce qu'ils ont véhiculé dans les médias à cette époque-là, ont servi, ça l'a servi de défense à Jean-Pierre Rancourt pour défendre Claude Valence en cours. Donc, on se fait abandonner par l'employeur sur la base de la thèse de la Sûreté du Québec. L'accusé principal, ou un des accusés principaux, se fait innocenter des charges de kidnapping. Puis finalement, Charles Marion se suicide. Donc, l'impact du groupe d'urgence de la Sûreté du Québec a eu des effets négatifs de A à Z sur la famille. Rien de positif. Je rappelle que la capture des ravisseurs, la libération de Charles, le groupe d'intervention de la Sûreté n'est pas impliqué. Là. Puis au contraire, vous leur aviez demandé de rester à l'écart parce que les 2 premières tentatives avaient échoué. On a accepté parce que il y avait quand même un danger d'envoyer 2 gars dans une voiture avec une valise de cash dans le bois. Fait qu'il y a un gars de la Sûreté qui était couché sur le banc dans l'arrière. Et ça, j'en ai pas parlé à mon père, mais j'imagine aussi que pour mon père Pierre, à cette époque-là, il se faisait tellement harceler par la police par rapport à sa possible... Il voulait que la police soit là pour constater. Là, que... Ouais, qu'il puisse prouver que, Seigneur, on va porter de l'argent, là, pouvez-vous aller voir qui c'est qui va le pogner à l'autre bout, là? C'est ça. Parce que, tu sais, si on remet en contexte, tout c'est encore plus ridicule, là. C'est que, tu sais, la police, eux autres, ils disaient que c'était ton père et ton grand-père qui étaient impliqués, puis vous, de votre côté, vous ramassez de l'argent pour aller faire une demande de rançon parce que vous le savez que c'est pas vrai, puis les autres, vous croyez pas encore alors que vous avez apporté 50 000 $. Puis ça, franchement, là, n'importe qui doté d'une petite intelligence serait capable de faire 1 + 1 crime. Ils sortent 50 000 $ pour les donner dans le vide. Je veux dire, quoi, c'est ton grand-père qui l'aurait ramassé puis qui l'aurait redonné aux autres. Voyons donc, là, je veux dire. L'enquêteur Terrien, le chef du groupe d'urgence, avait à un moment donné, durant l'enlèvement, épinglé dans son bureau, à la vue de tout le monde, les journalistes qui le voyaient, notamment, je vais nommer Pierre Schneider, un journaliste de Photopolis, qui a fait un éditorial pour dire « Hey, on s'est-tu fait remplir de cochonneries par la Sûreté? » Puis je vais prendre le temps de vous le lire, l'éditorial, dans un TikTok, vous nous suivrez, là, parce que ça vaut vraiment la peine de le lire, sincèrement, là. Fait que, pauvre monsieur Schneider, là, qui s'est fait complètement manipulé, là. Mais c'est ça, l'inspecteur Terrien avait épinglé une caricature qui représentait Charles Marion en train de négocier lui-même avec une poignée de cash là, sa libération. C'est vous dire. C'est même pas éthique. Ben, c'est pas t'es en enquête. Je veux dire, tu sais pas c'est qui le vrai coupable. Je veux dire, t'es policier, t'es supposé être neutre à la recherche de la vérité. T'es pas supposé de ressortir des affaires des médias que toi-même t'as influencé. En tout cas, le ridicule de l'affaire, là, on s'entend-tu que c'est incroyable, là? Le documentaire est très éloquent sur toutes les thèses qui ont été alléguées par la Sûreté du Québec. Et il y a des observateurs du milieu qui étaient là à l'époque, notamment il y a un représentant dont j'oublie le nom, qui était à cette époque-là sur le conseil d'administration de la Caisse populaire de l'Est à Sherbrooke. Puis il mentionne, là, dès l'arrivée de cette gang-là, au début, là, les rumeurs ont commencé à sortir. On a, dès le début, arrêté de chercher Charles Marion. Ça, c'est arrangé. Dès que les renforts sont arrivés, les recherches ont arrêté. Les recherches ont arrêté, c'est la famille qu'on Puis tu sais, c'est parce que après 3 mois, là, ou même après 1 mois, là, même si tu suspectes la famille, là, si tu trouves rien à un moment donné, t'essaies de chercher ailleurs, me semble, je sais pas. On a découvert que Robert Terrien avait, dans les mois qui ont précédé l'enlèvement, suivi une formation sur les enlèvements. Et il aurait appris
durant cette formation-là que dans un dossier d'enlèvement compliqué qui dure un peu, on va souvent trouver des responsables et coupables parmi des représentants de la famille ou des amis qui sont proches. Alors, il a simplement appliqué cette thèse-là et il n'a plus rien considéré. Mais c'est ça, c'est que je comprends qu'ils prennent la thèse en compte parce que c'est normal, ça va de soi, c'est dans le processus d'enquête. Mais tu ignores pas les autres, Seigneur. Je veux dire, c'est la... En fait, l'outrage, il vient pas du fait qu'un policier se questionne par rapport à ça. L'outrage impardonnable, c'est d'avoir délibérément coulé ces informations-là dans les médias, de façon délibérée et officiellement, et de façon, je pourrais dire, en n'ayant pas en tête l'importance de protéger des éléments confidentiels. Comme tu l'as expliqué tantôt, Lydia, la police qui arrivait à Sherbrooke était à l'hôtel, puis les journalistes qui venaient tous de Montréal, puis ils étaient à l'hôtel. Fait que le soir, journalistes et policiers se faisaient des steaks sur le barbecue en arrière de leur chambre, puis ils prenaient du vin à la cruche. Et les journalistes se sont vite rendus compte que c'était la meilleure place à aller pour soutirer de l'information aux policiers. Donc, puis tu sais, on s'entend-tu, là, du vin à la cruche quand t'as le coude un peu trop léger à la fin de la soirée, là, tes inhibitions, t'en as plus ben, là. J'étais pas là. Je sais pas comment s'y en prenait. Non, mais tu sais, moi non plus, j'étais pas là, mais tu sais, à savoir comment agissent des gars sur le party, on peut facilement deviner la finalité de l'histoire, maintenant. Puis dans les années 70, là. En plus. Ça virait, là. Ouais, tu sais, je veux dire, à l'époque, là, je pense qu'il y en est, je m'en allais parler de la ceinture de sécurité, mais j'ai fait comme, c'est trop récent. Fait que c'est plus comme des banquettes avec la bière comme entre les jambes, là, qui étaient à l'époque, peut-être, là. Je suis trop loin. Non, dans les années 70, là, des ceintures de sécurité, c'était pas très à la mode, là, mais c'était quand même une belle époque. Ouais, c'est ça enlève rien à tout ça, mais c'est juste que il y a tellement eu de manque dans cette affaire-là. Ouais. C'est ça qui est outrageux. Ouais. Tous les manques qu'il y a à... Puis tu sais, à chaque fois qu'on en met un en lumière, il y en a un autre qui ressort, pis t'es fait comme... Puis ça m'amène à un autre point, parce que la semaine passée, t'as eu un échange avec Claude Poirier, qui était un des émissaires à cette époque-là. Ouais, Claude Poirier, le journaliste, qui était très proche de l'affaire, a été identifié avec Normand Maltais, un journaliste qui est décédé aujourd'hui, M. Maltais. Lui, c'était un journaliste de Sherbrooke. Claude, il était plus de Montréal. Alors, Claude a joué un rôle immense dans l'affaire Marion. Il a été choisi comme émissaire 2 fois. Les 2 drops d'argent qui ont échoué par la Sûreté du Québec. On va vous expliquer ça, ce qui est arrivé là, dans les prochains épisodes. Claude a carrément mis sa vie en danger et il en a voulu à la Sûreté du Québec toute sa vie. Il ne s'est jamais caché pour le dire. C'est vraiment sérieux ce qu'ils lui ont fait. Là. C'est troublant même. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais suivant l'émission à TVA, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de Claude Poirier qui m'a révélé des détails vraiment intéressants qu'on ne connaissait pas. À un moment donné, avant le premier drop, donc il faudrait que je regarde la ligne du temps, là, mais on va se mettre là, au mois de septembre quelque temps. Là. Donc avant la première tentative de remise de rançon, on a publicisé ça beaucoup. Je l'ai dit tantôt, c'était médiatisé, donc c'était connu, là, ça sortait partout, Journal de Montréal, à la télé, etc., etc. On annonçait que Normand Maltais et Claude Poirier seraient des émissaires dans l'histoire de l'affaire Marion. Alors, l'épouse de Claude Poirier, Claude me raconte ça le dimanche passé. OK, fait que c'est vraiment très, très, très récent, là. Ouais. On savait que l'épouse de Claude Poirier avait fait des sorties publiques, que mon père avait d'ailleurs une conversation pas trop joyeuse avec Claude à ce sujet-là, mais on ne connaissait pas les détails. Là, on les connaît et c'est vraiment... écoutez, quand ça a été publicisé que Claude Poirier devenait émissaire, son épouse, Mme Labonne, à Montréal, elle a eu peur. Fait qu'elle est descendue rejoindre Claude à sa chambre d'hôtel, au fameux hôtel.
Ouais, ou que tout le monde était, là. Pour venir se faire assurer, comprendre ce qui arrivait, puis s'assurer que c'était pas trop dangereux pour son mari de faire ça. C'est normal qu'elle s'inquiétait, je veux dire, oui. comme toute femme s'inquiète pour son mari, là, tu sais. Ou vice-versa, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle était inquiète pour sa sécurité. Alors... Et avec raison. Quand elle était arrivée... Quand elle est arrivée à la chambre, Claude, elle était avec son petit chien. Claude est sorti dans le stationnement pour faire marcher le chien. Et pendant ce temps-là, qui était dans la chambre? Monsieur Dugas, Monsieur Dufresne, Monsieur Terrien. 3 enquêteurs. Et, avec Madame Labonne. Avec Madame Labonne. Et Monsieur Dufresne a dit à Madame Labonne, il n'y a aucun danger, il n'y a pas d'enlèvement, c'est toutes des menteries. C'est Marion puis son fils qui sont enlevés tout seuls. Ils courent aucun danger, pas en tout. Alors, ils ont ridiculisé la crainte de Mme Labonne. Le lendemain, Mme Labonne retourne à Montréal. Parce qu'elle était rassurée, là. Elle s'est fait dire par le GTI que tout est beau, là. Ouais, c'est quand même l'épouse d'un représentant des médias. C'est l'épouse d'un journaliste qui est très proche de l'affaire Marion. L'affaire Marion est dans le journal à tous les jours. Alors, il y a quelqu'un qui l'appelle. Et il est émissaire, là. Je veux dire, il est pas juste journaliste, il est émissaire dans l'affaire, là. C'est ça. Donc, Mme Labonne, elle est sollicitée pour faire une entrevue. Elle mentionne dans les médias ce que M. Duchesne venait de mentionner. Alors, on venait de semer une autre graine dans l'opinion publique à l'effet que Charles Marion et son fils étaient eux-mêmes en partie responsables de l'enlèvement. C'est incroyable. C'est incroyable ce manque de jugement, ce manque de discernement-là. Mais quand t'as su ça dimanche, là, tu devais être sans dessous. Tu fais encore des nouveaux éléments qui sortent, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Il y en arrive beaucoup. À toutes les fois qu'on va sur la place publique pour expliquer des détails, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, mais j'avoue que celle-là, je la trouve forte parce que on n'est pas juste dans les présomptions, on sait qui a dit quoi, tu sais, au mot près. Ouais, c'est ça, c'est effrayant. C'est effrayant pour eux. Ouais, c'est ça. Donc, ça alimente les raisons pour lesquelles Claude Poirier a jamais pardonné à la Sûreté du Québec de s'être comportée comme elle l'a fait. Là. Oui, puis tu sais, vous allez comprendre dans les prochains épisodes aussi à quel point la vie de Claude a été en danger à ce moment-là, parce que là, on le dit comme ça, mais vous avez pas aucune idée à quel point c'était une mission suicide complètement dans laquelle ils l'ont envoyé, lui et son compagnon. Alors, je pense que c'était un autre journaliste qui était avec lui à ce moment-là? Oui, hein? Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils l'ont pas sacrifié, mais bien proche. Ouais, ben, il a pas été sacrifié juste parce qu'il y avait personne qui a mordu à l'hameçon l'autre bout, là. Vous comprenez pourquoi on devait se faire cet épisode de podcast-là aujourd'hui. Puis tu sais, c'est le premier d'une série parce que comme vous êtes en train de découvrir, il y a tellement de nouvelles informations, il y a tellement de choses aussi à comprendre parce que là, on a effleuré l'affaire, mais on va prendre le temps dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, de discuter ensemble vraiment plus profondément dans l'histoire pour qu'on puisse la comprendre, tu sais, du début à la fin, puis que les auditeurs puissent à la fois aussi comprendre l'intensité, l'impact de cette affaire-là, mais aussi de comprendre une partie de notre histoire parce que on peut pas se fermer les yeux. C'est ça. C'est une histoire qui est arrivée ici au Québec, à Sherbrooke, à Stoke, à Good. Je dis comme bon. Ouais. Pour une fois, je l'ai dit comme bon. Mais, tu sais, puis on sait pas ça, puis je veux dire, c'est le plus long au Canada. On parle pas de... Ça aurait pas eu à être si long, Lydia. C'est ça. Il y a aussi des éléments importants qui vont se faire officiellement avec la Sûreté du Québec la semaine prochaine. Je sais pas si c'est maintenant qu'on en parle. Ben oui, je pense qu'on est rendu au bon moment pour en parler. Fait qu'en terminant, écoutez vraiment ce que Alexandre va vous annoncer parce que malheureusement, on en est rendu là en 2023. On aurait vraiment aimé que les choses se passent autrement, mais étant donné que ils sont inactifs au niveau de la Sûreté, qui jouent la carte de la confidentialité parce qu'ils veulent pas que ces informations-là sortent au grand jour. Donc, on est obligé de passer à l'étape supérieure. Et quelle est cette étape-là? Bon, c'est ça. On a fait une sortie publique le 24 mars avec une émission à TVA. On n'a pas eu d'appel, pas de sollicitation, pas de tentative
d'organiser ces aveux-là, ces excuses-là du Québec. Donc, on passe en mode mise en demeure. Donc, la mise en demeure, comme je m'étais engagé à le faire sur différentes tribunes dans les dernières semaines, elle sera déposée ici sur le podcast intégralement. Donc, j'en ferai la lecture à la prochaine émission. La Sûreté du Québec devrait la recevoir au cours des prochains jours. On estime là, autour de mardi prochain, le moment où ils vont la recevoir. Donc, on va vous dévoiler ce qu'on leur demande dans cette mise en demeure-là à la prochaine émission. Donc, soyez à l'écoute, là, vous le savez, il y a une mise en demeure qui est en train de se finaliser avec tes avocats. Donc, la semaine prochaine, au courant de la semaine, on va la déposer. Et la semaine prochaine, on va vous faire un suivi pour savoir, à partir du moment, on va leur laisser un petit peu de temps, parce que s'ils leur sortent mardi, on peut pas arriver avec un podcast mercredi. Ils vont dire, ils nous laissent vraiment pas de temps. Mais on s'en reparlera sur les délais, mais on va vous revenir sur cette affaire-là parce que sincèrement, il faut en mettre un point final un jour, là. C'est aujourd'hui que ça se passe. Oh non, mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est en 2023 que ça va se régler. Puis tu sais, une dernière chose que je voudrais que tu parles en finissant, parce que tu me l'as conté hier, puis tu sais, je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent pourquoi tu fais ça dans ton profond, là, parce que tu sais, tu m'avais nommé 2 choses. Tu m'avais nommé, entre autres, que tu voulais léguer un endroit plus sécuritaire à ton fils, mais aussi que tu veux pas qu'il aille à reprendre le flambeau de cette affaire-là à son tour. Ouais, il me semble que 3 générations, c'est assez. Comme on a discuté ensemble, quand François Gingras a sorti son documentaire, on a fait un visionnement à la fin du mois de mars l'année passée, on s'est rassemblés en famille, puis on a écouté ça. L'impact, même pour certains membres de la famille, je pense à mon frère, par exemple, qui était plus jeune, tu sais, qui avait 4 ans à l'époque, qui ne savait pas lire encore. Ça a été assez difficile, l'impact de ce visionnement-là. Et ça nous laisse à penser, Philippe, mon frère, Nicole, ma mère, ma tante Roselyne, mon père Pierre, que 3 générations à vivre et survivre dans ça, qui n'est pas réglé, c'est assez. Moi, j'ai pas envie de laisser ça à mon fils, du tout. Je veux pas que Christophe ait ça. Je suis convaincu que mon frère veut pas que ses filles c'est sûr que non. Aient à composer avec ça. Fait qu'il faut régler cette histoire-là. Puis ils ont quel âge pour le fun? Christophe a 22 ans, puis les 2 flânes chez Philippe ont un peu 10 et 12. Puis ton fils qui est plus vieux, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Mon fils à 22 ans a été estomaqué par le visionnement du documentaire. Est-ce qu'il était au courant? Ben, c'est sûr qu'il était au courant, mais Christophe est venu au monde en 2000. Donc, mon grand-père était déjà décédé. Il n'a pas visité Stoke. Il n'y a pas ça dans son background. Puis c'est bien correct. Ouais, effectivement. Effectivement, parce qu'on va laisser le passé au passé, puis il mérite d'avoir une très belle vie, loin de tous ces horreurs-là. Ouais, c'est ça. Je lui souhaite. Effectivement, fait que sur ce, merci encore Alexandre de t'être prêté au jeu puis de prendre le temps de dévoiler toute cette affaire-là qui est l'histoire de ta famille du Québec et du Canada. Malheureusement, on aurait préféré le contraire, mais c'est la réalité, donc il faut prendre le temps de voir les choses en face, puis c'est ce qu'on demande tout simplement aux instances qui ont eu des impacts négatifs à l'époque, d'arrêter de se voiler la face puis de juste prendre leurs responsabilités. Merci. Ça me fait plaisir, Alexandre.